Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien, bonjour. OK, bon, on n'a toujours pas assez d'étudiants, comme la séance passée, mais bon. Mohamed, j'ai lu votre question par rapport aux exercices. Donc, je vous promets la semaine prochaine qu'on va faire de la révision, et rien que de la révision. Donc, j'essaierai de préparer quelques exercices modèles, on fera le tour des TP, des exercices modèles. Des exercices modèles avec leurs solutions qu'on résoudra ensemble. Tout ça, ça va faire un peu de révision avant les examens. Donc, ce qui est bien, c'est que notre examen est prévu pour la deuxième semaine, pas la première semaine. Donc, normalement, on aura notre examen le 9, le dimanche et le mercredi. Donc, la semaine prochaine, dimanche et mercredi, c'est révision. D'accord? Est-ce que c'est inclus dans l'examen? Peut-être, mais ça va être quelque chose de très léger. CNN, si je vous donne CNN ou quelque chose, donc ça va être que deux questions, là, une question, juste quelque chose de vraiment très léger. Donc, moi, CNN, pourquoi on est en train de faire CNN? C'est beaucoup plus pour vous, pour que demain, vous êtes Computer Vision Specialist, vous savez ce que c'est qu'un CNN, vous savez ce que c'est un GAN, vous savez ce que c'est qu'un LSTM, ainsi de suite. Donc, c'est très important pour votre spécialité. Autre question? Bien, donc s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut commencer. Donc, on va essayer de faire un tour rapide sur les LSTM euh, pour, euh, euh, pour la classification de vidéos. Et ensuite, on verra aussi très rapidement les GAN. Euh, J'espère qu'on aura un peu de temps. Donc, 1 heure, je pense que c'est suffisant. C'est même très suffisant pour faire le tour. Donc, on commence avec la classification de vidéos avec, euh, avec un ConvNet LSTM. Alors ça, je pense que je préfère laisser pour le deuxième. Donc, on va commencer par LSTM. Alors, la semaine passée, on avait vu MNIST, classification de handwritten digits, en utilisant un réseau de neurones. Ensuite, on avait parlé d'un réseau de neurones résiduel pour la classification des chiens et des chats. Aujourd'hui, donc, on va essayer de voir rapidement la classification de chiffres d'une vidéo de chiffres manuscrits. Donc, c'est la même base de données, c'est les mêmes chiffres, mais sauf que maintenant, ils sont représentés sous forme d'une vidéo. Et la vidéo, ça, on a déjà vu au S1. Une vidéo, ce n'est autre qu'une séquence d'images qu'on pourra lire donc frame par frame, trame par trame. Donc, déclaration des librairies. Alors, vous m'arrêtez à n'importe quel moment. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment. Donc, première étape, c'est la préparation de la base de données. La base de données, donc encore une fois, c'est un ensemble de vidéos. Les vidéos sont construites à partir de la base MNIST, qui sont des chiffres manuscrits. Donc, quelques exemples. Alors, toute cette partie, donc, je suis sur l'exemple Conv LSTM, d'accord? ConvNet LSTM, donc, que vous pouvez trouver sur le même site qu'on a utilisé la semaine passée, Keras.io Examples. Donc, construction de la base de données. Et ce qui est intéressant avec les librairies récentes, que ce soit Keras, PyTorch ou quel que soit, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des simples instructions, donc ça, ça nous vient aussi de Python.
mais aussi spécialement des librairies où il y a des implémentations de tout ce qui est téléchargement d'un fichier, téléchargement d'une base de données, etc. Donc ici, vous voyez que dans la librairie Keras, on a juste besoin de faire un appel à getFile, appeler un code source et lui donner donc le paramètre qui est le site Amnist. Non, ça c'est les codes. Donc ça, si je vais ici, je vais trouver normalement la base. Voilà, donc c'est la base qu'on est en train d'utiliser. Donc c'est une base où on a des chiffres et qui se baladent un petit peu dans la vidéo. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'à partir d'une séquence vidéo, on arrive à prédire la trame qui vient juste après. Donc ça, c'est pour le téléchargement. Une seconde, je viens de perdre ma connexion. Bon, de toute manière, vous pouvez suivre chez vous jusqu'à ce que je récupère ma connexion. Donc, dataset swap access. Donc là, c'est pour un petit peu mélanger nos ensembles de données. Random shuffle. Alors, on a un ensemble de vidéos. Ce qu'on veut, c'est diviser cet ensemble de vidéos en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Mais l'ensemble d'entraînement va contenir des images, en fait. Une vidéo, mais chaque vidéo, c'est un ensemble d'images consécutives. Donc, ce qu'on va faire, avec les instructions indexes égale np range, dataset.shape de 0, donc on va ramener tous les index, donc le nombre de lignes qu'on a sur notre ensemble de données. Ensuite, on va les mélanger. Pourquoi on mélange ça? Oui, je sais. Donc, suivez, s'il vous plaît, avec le code que vous avez sur Keras.io. Moi, j'ai perdu ma connexion, je n'arrive pas à me reconnecter. Donc, dès que je récupère ma connexion, je repartage. Donc, entre-temps, ouvrez le code LSTM. Comme ça, on pourra suivre ensemble. Si je perds éventuellement mon partage d'écran. Voilà, je suis sur cette partie. Encore une fois, donc je suis sur LSTM. On était où? C'était quel exemple que j'avais ouvert? Ça, c'est le deuxième exemple. Et le premier exemple, c'était LSTM. LSTM. Simple Amnis, My Supervised. C'est un next frame, voilà. Next frame prediction, next frame video prediction with convolutional LSTM. Donc, c'est ça, c'est le code qu'on est en train de voir. Donc, s'il vous plaît, ouvrez ce code chez vous. Comme ça, si je perds ma connexion, vous êtes en train de suivre le code. Voilà, je continue. Donc ici, indexes, c'est pour réarranger nos index de la base de données pour justement avoir des vidéos mélangées, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre l'ensemble d'entraînement seulement les premières vidéos et l'ensemble de tests les dernières vidéos, mais je vais avoir un certain mélange. Normalisation, donc même si je suis en train de traiter les vidéos, donc encore une fois, les vidéos, c'est des images, donc je suis en train de traiter les images. Donc je vais prendre l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests et appliquer une normalisation. Normalisation, changement d'échelle, la même chose. Donc je divise chaque pixel sur 255. Et ça me permet d'avoir quoi, s'il vous plaît? Donc si je divise chaque pixel de mon image sur 255, quelles seront les valeurs obtenues de mon image? Très bien, très bien, excellent. Donc, les pixels seront entre 0 et 1, donc les images sont normalisées. Excellent.
Donc, ça, c'est juste pour mélanger l'ensemble de nos données. Processing function, donc ça, c'est donc la création finale de notre ensemble de données. Et je vais diviser ça en train et val. Val, c'est l'équivalent de test. Donc, on parle souvent de validation lorsque j'ai les étiquettes. Je parle souvent de test lorsque je sors complètement de mon ensemble de données qui est étiqueté. Ou bien, j'ai quand même des données de test qui sont étiquetées, mais je passerai déjà par un ensemble de validation qui me permet de trouver les meilleurs paramètres de mon modèle. Et là, donc, dans la validation, souvent, je serai amené à faire une validation croisée, par exemple. Et je repartage mon écran. Alors, là, je vais vous demander d'essayer de vous casser un petit peu la tête pour comprendre ce que c'est que ces chiffres. Alors, Training Dataset Shapes égale à 900, 19, 64, 64 et 1. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'imprimer, je suis en train to print, je suis en train d'afficher xtrain.shape plus ytrain.shape. Donc, pourquoi xtrain.shape contient 919, 64, 64 et 1? Que représente chaque chiffre? Essayez de vous casser la tête un petit peu. Et je répète ça aussi pour val. Donc, ça, c'est train. Ça, c'est xtrain. Et ça, c'est ytrain. Donc, y, c'est la vérité terrain. Et x, c'est les données sur lesquelles je vais essayer de prédire la vérité terrain. Donc, d'où nous viennent 900, 19, 64, 64 et 1. Essayez de réfléchir un petit peu. Je reviens sur le code, quelques indices. Dans mon code, j'ai divisé train index 0,9. Train val, le reste. Donc, le reste de ces 0,9. Donc, ici, j'ai 90% de mes données qui sont dans le train et 10% de mes données qui sont dans le val. J'ai normalisé en divisant sur 255. Ensuite, j'ai pris quelques données. Excellent, 900 exemples, parfait, parfait. On utilise la vidéo, exact, oui. Donc, 900 exemples, 900, c'est les exemples. On a 900 exemples. On est en train d'utiliser la vidéo, mais la vidéo, encore une fois, ce n'est autre qu'une séquence d'images. Donc, où est le nombre d'images de la vidéo? Où est la taille de la vidéo? Et autre chose. Donc, c'est tout ce qu'on a ici. On a résolu le problème de 900. 900, je sais que c'est 900 exemples dans le training et 100 exemples dans la validation. Très bien, très très bien. Donc 1, c'est les nuances de gris, c'est un seul canal, n'est-ce pas? Si c'était 3, on serait en RVB. Donc 1, c'est le nombre de canaux. 900, c'est 900 vidéos, c'est 900 exemples. Très bien. 19, ce n'est pas 19 secondes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une librairie qui va traiter les secondes. On a une librairie qui traite le nombre de trames, donc le nombre d'images. Donc, que représente 19? 19, ah, c'est bon, je viens de lire. 19 frames. Très bien. Pas 19 secondes, 19 frames. Très, très bien. Donc, j'ai 900 vidéos. Chaque vidéo contient 19 frames de taille 64 x 64 et dans un seul canal. Donc, le canal gris. J'ai des images au niveau de gris. Et effectivement, regardez, on a bien des images au niveau de gris. Très bien. On a résolu le problème. 900 et 100, donc on a divisé 900 training et 100 tests. Maintenant, une autre question. Ça, c'est train, X-train. Et ça, c'est Y-train. Donc, c'est quoi finalement notre vérité terrain? D'habitude, la vérité terrain, pour une classification, c'est un vecteur. Un vecteur qui a la taille égale au nombre de classes et qui contient 1 pour la classe spécifique. Mais ici, la vérité terrain, c'est aussi 900, 19, 64, 64 et 1. D'après vous, qu'est-ce que ça représente? Hint, on est en train de prédire, à partir d'une séquence vidéo, ce qui va venir après.
Un vecteur de 1964, la trame d'après, très bien. La trame d'après, est-ce que c'est juste la trame d'après? Est-ce que c'est juste une seule trame après? Bien, bien, très bien. En fait, ce n'est pas forcément la trame qui vient après la trame, donc 19, 19, c'est plutôt les 19 trames qui viennent après. Donc, j'ai 19 trames d'entraînement. Ensuite, j'aurai 19 trames euh, de prédiction. Donc, la vérité terrain. Ce n'est pas, ce n'est pas une paire, trame avec trame qui vient après, mais plutôt 19 trames qu'on va utiliser pour apprendre, parce que je ne peux pas prédire à partir d'une seule trame la trame qui vient après. Je dois donc avoir un certain nombre, avoir une connaissance pour savoir qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Donc, première trame, deuxième trame, troisième trame, quatrième trame, jusqu'à la 19e trame, là, j'ai une idée sur ce qui est en train de se passer dans ma vidéo. Donc, on prédit 19 à partir de 19, exactement. Donc, j'ai 19 trames et je vais prédire mes 19 trames suivantes. Ça va, c'est clair pour les shapes? Training set, c'est pas exactement le ground truth. Ça, c'est la première partie de la vidéo et ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Le ground truth, c'est la deuxième partie. C'est pas la même partie. C'est la deuxième partie de ma vidéo. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Techniquement, le training set, c'est exactement le ground truth. Training set, training data set. Training data set, donc, c'est le X et le Y. C'est ça. On entraîne sur 19 exactement. Puis on essaie de prédire exactement. C'est exactement ça. Donc on entraîne sur les 19 premières trames et on essaie de prédire le reste. Très bien. On continue. Maintenant, on va essayer de visualiser les données. Donc, on a les trames. Donc, voici jusqu'à 20 trames. Donc, ici, donc jusqu'à 19. C'est ce qu'on va utiliser. On va essayer de prédire la trame 20, ensuite la trame 21, la trame 22, etc. Donc là, vous voyez qu'ici, je ne suis pas en train de prendre seulement train à partir de X-train, mais je suis en train de prendre à partir de train dataset. Et train dataset, ça contient tout. Donc, toutes nos images avant même d'avoir découpé en X et Y. Mais après avoir découpé en train et validation. Non, 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 non. Attendez voir. Train, on a utilisé train dataset. Train dataset, voilà. Train dataset, c'est ce qu'on a défini ici. Donc, c'est l'ensemble d'entraînement et ce n'est pas l'ensemble de validation. Donc, c'est l'ensemble d'entraînement avant d'avoir découpé en X et Y. Et là, on va afficher donc nos images en utilisant nos axes qu'on a déjà définis. Voilà, axes. Donc, j'ai 4 lignes, 5 colonnes et une figure de taille 10 x 8. Voilà, donc quelques affichages de ce qu'on a sur notre ensemble de données, donc, qui sont nos vidéos. Alors, display in frames, for example 130. Donc, l'exemple 130, on va essayer d'afficher les images qu'il contient. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ici? Normalement, c'est bon. Imshow, NP squeeze. C'est juste pour concaténer. Normalement, c'est bon. C'est tout ce qu'on a.
Et vous voyez finalement qu'on n'est pas en train de traiter la vidéo telle qu'elle, mais on est en train de traiter trame par trame. Alors maintenant, pour construire notre convolutional LSTM, petite remarque ici, LSTM est utilisé pour tout ce qui est séquencement. Lorsqu'on a quelque chose de temporel qui change dans le temps, on voudra utiliser soit une LSTM, soit un RNN, un réseau de neurones convolutifs. Lorsque je rajoute la couche de convolution pour dire convolutional LSTM, je suis en train de prendre le temps en considération plus de la convolution. Et on va voir tout de suite qu'on est en train finalement d'utiliser un CNN, mais auquel on va rajouter quelque chose qui constitue la base des LSTM. Alors, Conv LSTM 2D va prendre en entrée batch size, le nombre de trames, la hauteur, la largeur, et channels, et le nombre de canaux. Et c'est ça, donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans la base train eval. On avait 190, 180, non, 900. 900, on avait 19, 64, 64 et 1. Construct the input layer with no definite frame size. Donc, on construit la couche d'entrée. Ensuite, on va construire 3 conv LSTM 2D avec un batch normalization. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on utilise généralement en apprentissage profond, suivi d'un conv 3D. Et là, c'est le conv 3D qui va prendre en considération l'aspect temporel. Donc, conv LSTM, c'est pour nos images 2D. Ensuite, conv 3D, c'est pour rajouter l'aspect temporel, donc spatio-temporel. Temporel, c'est pour la troisième dimension qui est le temps. Spatial, c'est grâce à la convolution qu'on est en train de faire. Donc, conv LSTM, le nombre de filtres, c'est exactement comme on a l'habitude de faire dans un CNN normal. La taille du kernel, la taille du noyau, le nombre de noyaux, nombre de filtres. Est-ce qu'on va appliquer padding, oui ou non? Ici, oui. Donc, on n'est pas en train de perdre de la dimension de notre image. Et on va utiliser same et pas zeros. Alors là, c'est intéressant. Lorsque vous voulez faire du padding, les paramètres qu'on a ici, donc c'est same, c'est replicate dans d'autres librairies. Same, la même chose. C'est zeros, lorsqu'on veut multiplier par des zeros, ones, etc. Donc, le paramètre qui change ici. Et l'activation, c'est une Rectified Linear Unit. Donc, c'est ce qu'on avait vu. On a déjà vu ça. Ensuite, donc, on a la deuxième couche de convolution LSTM. Et enfin, troisième couche de convolution, une autre LSTM avec la taille du noyau qui est de 1 fois 1 et 64 filtres. Donc, on commence par un filtre de 5 x 5, ensuite un filtre de 3 x 3, ensuite un filtre de 1 x 1, et vous voyez qu'on n'est pas en train de changer la taille. On n'est pas en train d'appliquer un max pooling. D'accord? Et on continue. Donc, troisième couche de convolution. Et enfin, la couche convd qui va être activée par une sigmoïde. Et là, notre 3, c'est notre troisième dimension. Donc, on est en train de prendre les 3 dernières vidéos, les 3 dernières trames. Enfin, donc, une fois qu'on aura défini, donc ça, c'est une architecture typique d'une LSTM. On va voir une autre architecture dans les RNN tout de suite. Donc, une fois qu'on aura construit notre architecture de notre LSTM, on va tout simplement construire notre modèle, le compiler. Donc, ça, c'est important, l'instruction de compilation de notre modèle. Donc, après avoir défini le modèle, on le compile. Et la compilation consiste à donner les paramètres qu'on va utiliser pour l'entraînement. Donc, quelques paramètres. Quel type d'optimizer on va utiliser? Donc, dans notre TP des réseaux de neurones, on a toujours l'habitude d'utiliser la descente du gradient. En apprentissage profond, on préfère soit l'optimizer Adam, soit l'optimizer Stochastic Gradient Descent. Donc, au lieu d'utiliser Gradient Descent qu'on a déjà utilisé et implémenté, on va utiliser Stochastic Gradient Descent. La seule différence entre Gradient Descent et Stochastic Gradient Descent,
c'est qu'avec Stochastic Gradient Descent, on va mettre à jour seulement un sous-ensemble de paramètres au lieu de mettre à jour tous les paramètres. Et la perte, donc, c'est cross-entropy, ça on connaît déjà. Donc, la validation qu'on utilise pour calculer le coût. Une fois qu'on calcule le coût, donc on utilisera ce coût pour les dériver et faire la propagation en arrière. Bon, l'entraînement, il n'y a pas plus facile. On va tout simplement utiliser le fit. Et ça, c'est une instruction qu'on va répéter pour tous les modèles de l'apprentissage profond de Keras. Keras, TensorFlow, si je ne me trompe pas, même PyTorch utilise la même instruction. Donc, .fit, c'est pour entraîner notre modèle. Et on a vu que même scikit-learn utilise aussi .fit. Voilà, nombre de époques et batch size. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question sur le batch size et le nombre d'époques. À votre avis, que représente époque et que représente le batch size? J'ai perdu ma connexion, non? Très bien, parfait. C'est le nombre d'itérations en quelque sorte. Très bien, c'est le nombre d'itérations, excellent. Et le batch size? C'est quoi le batch size? Donc, vous avez tout à fait raison, nombre d'itérations. Alors, j'ai perdu ma connexion, une seconde. Je vais... Alors, une seconde. Connexion ici, donc je vais juste partager mon 4G. Alors, epoch, c'est le nombre d'itérations en quelque sorte normalement, et le batch, c'est combien de samples on va utiliser lors du train à chaque fois. Très bien. Batch size, c'est le nombre d'exemples qu'on utilise pour le forward propagation. Très bien. Le nombre des exemples par itération, OK. Pour ne pas utiliser tout le dataset, à chaque fois, au lieu de train 10 000 images par itération, on n'en prend que 128. Très bien, vous avez tous raison. Pour connaître le nombre d'itérations pour chaque époque, on divise le nombre d'exemples total par le batch size. Très bien, car pour faire un époque, il faut utiliser tous les exemples. Très bien, très bien. Alors, vous avez tous raison, et c'est excellent. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. On sait que l'entraînement vise à mettre à jour les paramètres. Et les paramètres d'un réseau de neurones convolutifs, c'est les paramètres des filtres. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans les filtres de convolution? Donc, à votre avis, en prenant en compte le nombre d'époques et le batch size, combien de fois on est en train de mettre à jour nos paramètres? On a vu que dans notre TP, on met à jour nos paramètres le nombre de fois des itérations. Donc, si je dis, je vais entraîner mon modèle réseau de neurones, donc le réseau de neurones qu'on a fait dans notre TP, réseau de neurones classique, si je dis que je vais entraîner pendant 10 itérations, je sais que je vais faire 10 mises à jour de mes paramètres parce que je vais faire une première itération, je cumule
ma dérivée du coût par rapport au gradient. Donc, je cumule l'erreur. Et après avoir fait un passage et cumulé l'erreur de tous les exemples, je vais diviser cette erreur sur m et je vais mettre à jour mes paramètres. Donc, je suis en train de mettre à jour mes paramètres au nombre d'itérations. Donc ici, nombre d'exemples total sur le batch size fois époque. Nombre d'époques fois nombre de batch. Alors, donc on a deux questions de réponses différentes. Le nombre d'exemples total. Donc, on va essayer de voir avec cet exemple. Donc, j'ai 20 époques et j'ai une batch size qui est égale. Alors, je vais essayer de prendre le même exemple de ce matin. Bon, j'ai toujours un problème de connexion. Une seconde, je vais essayer de reprendre ma connexion. Nombre de pages, c'est le size de la dataset sur size d'un batch. Donc, nombre d'exemples sur le batch size, très bien, OK, multiplié par le nombre d'époques. Bien. Donc, nombre d'époques. Alors, on va essayer de vérifier ça ensemble sur un exemple. Mais pour ça, je dois d'abord me connecter. Alors, donc je vais imaginer que mes époques, alors, batch est égal à 2, époque est égal à 5. Époque égale à 5. Batch égale à 2. Et le nombre d'exemples m égale à 10. Donc, vous me dites que le nombre de fois où je vais mettre à jour mon ensemble, mes paramètres, est égal au nombre d'époques, donc 5, multiplié par nombre d'exemples sur le batch size. Donc, nombre d'exemples, j'ai 10. Sur le batch size, j'ai 2. 10 sur 2 multiplié par le nombre d'époques qui est égal à 5. Donc, ça va me donner 25. Très bien, on va essayer de vérifier ça ensemble. Ma question était pour un nombre d'époques égal à 5. Donc, je prends un exemple. Donc, un nombre d'époques est égal à 5 et un nombre d'exemples est égal à 10 et la taille d'un batch qui est égal à 2. Combien de fois on va mettre à jour nos paramètres? Donc, combien de fois je vais dire que mon nouveau θ est égal 10 divisé sur 2 fois 5. Pourquoi les parenthèses? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir une seule mise à jour? Abdelkader. Vous voulez bien dire? Très bien. Donc, normalement, on va tomber sur 25, mais vérifions ça ensemble. D'accord? Si vous le permettez, on va essayer de vérifier ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je fais de l'apprentissage, classiquement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de prendre l'ensemble d'apprentissage, de faire un forward, un backward sur chaque exemple et de cumuler l'erreur. Je ne fais que cumuler l'erreur. Maintenant, avec le batch, je vais faire ça avec un batch. Donc, je vais cumuler mon erreur sur seulement le batch. Excellent, très bien. Exactement. Donc, un époque, c'est le nombre de fois où on a parcouru toute la dataset. Effectivement. Donc, tous les batchs sont passés, très bien. Et un batch, c'est le nombre d'exemples pris avant de mettre à jour les θ. Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc, normalement, on va tomber sur 25. Mais, donc, essayons de l'expliquer pour tout le monde. Donc, on a donc le batch, c'est l'ensemble
Alors, je vais relire ce que vous avez écrit, Samy. Donc, un batch, c'est le nombre d'exemples pris avant de mettre à jour les θ. Donc, je prends ici 2 images, je les fais passer. Donc, première image, c'est le premier exemple. Le batch est égal à 2. Donc, je prends mes 2 images, je fais un forward pass, je fais un backward pass et je récupère mes θ. La dérivée du coût par rapport à θ. θ, bien sûr, θ, c'est tous les θ de mon ensemble de données. Tous mes θ. Je refais ça et je vais aller faire pour la deuxième image un forward pass et un backward pass et je récupère mon deuxième coût, dérivé du coût par rapport à θ. Et là, ce que je fais, je cumule. Donc, première dérivée plus la deuxième dérivée. Et je continue jusqu'à ce que je termine mon batch. Donc, on est en train d'imaginer que le batch, c'est ce qu'on avait déjà fait, mais ce qu'on avait fait, c'était sur toute la base de données. Maintenant, on le fait juste pour un certain nombre d'images, donc un certain nombre de données dans notre batch. On a cumulé notre coût, la dérivée de notre coût, sur le nombre de batchs, sur le nombre de données dans le batch. Et on a 2 données. Donc, on a terminé le premier cumul de l'erreur. Maintenant, on va mettre à jour. Donc, première mise à jour. Mise à jour de mes paramètres. Ensuite, je fais la deuxième mise à jour et je prends 2 autres images de mon ensemble de données. Donc, un autre batch. Donc, j'ai en fait 10 images de 1 jusqu'à 10. Et à chaque fois, je suis en train de prendre seulement 2 images dans le batch. Je cumule l'erreur et je la somme. Une fois que j'aurai terminé les images du batch, je mets à jour mes paramètres, mes θ. Donc, mise à jour des θ. Donc, première mise à jour de θ, c'est dans le premier batch. Deuxième mise à jour de θ, c'est dans le deuxième batch. Donc, les 2 images. Forward pass, backward pass, cumul de la dérivée de l'erreur par rapport à mes θ. Et j'attends pour construire mon grand delta, le grand delta qu'on a vu. Le grand delta qui est le cumul de la dérivée du coût par rapport à un θ particulier sur tous les exemples d'apprentissage. Mais maintenant, les exemples d'apprentissage, c'est seulement le batch. Et je fais ça, je cumule. Une fois que j'aurai terminé les 2 images, je mets à jour mes θ. Donc, deuxième mise à jour 2. Je continue jusqu'à terminer tous les exemples de mon ensemble d'apprentissage selon mon batch. Donc, en fait, ici, je vais faire 5 opérations, 5 mises à jour pour la première itération. Donc, la première itération qui est un époque. Un époque, ça fait un parcours de tout mon ensemble de données. Et la mise à jour ne va pas être faite après avoir terminé tout l'ensemble de données, mais à chaque 2 images, je fais la mise à jour. Donc, en fait, pour une itération, je suis en train de faire 5 mises à jour. Et j'ai 5 itérations, donc finalement, je vais faire 5 fois 5 mises à jour. Et donc, vous avez raison, c'est en fait l'ensemble de données que je vais diviser sur la taille du batch que je vais multiplier par le nombre d'époques. Parce que ça, à chaque terminaison d'un batch, lorsque je termine de cumuler l'erreur d'un certain batch, je vais mettre à jour mes paramètres. Et je sais que vous êtes d'accord avec ça, puisque vous m'avez tous proposé cette solution qui est donc M divisé sur 2, donc M qui est donc le nombre d'images dans l'ensemble de données, qu'on va diviser sur la taille du batch, qu'on va multiplier par le nombre d'époques pour savoir combien de fois je vais mettre à jour mes paramètres. Maintenant, ma question pour vous, pourquoi on est en train d'utiliser des batchs? Pourquoi on n'est pas en train de travailler comme on a l'habitude de travailler et on va faire un forward pass sur tout l'ensemble de données, forward pass, backward pass, et je cumule l'erreur de tous les paramètres sur tous les exemples. Pourquoi je suis en train de prendre partie par partie et batch par batch? À votre avis? Pourquoi on ne fait pas comme on a fait dans le TP et on va parcourir toutes nos données, tous nos exemples, cumuler la dérivée du coût par rapport à chaque paramètre et une fois qu'on aura tout terminé, qu'on met à jour une fois pour toutes nos paramètres.
C'est-à-dire, comment ça, la différence entre stochastique et gradient? Très bien, très bien. Parce que ça fera beaucoup trop de calculs et je pense que c'est plus précis. Très bien, très bien. Donc l'idée, vous avez raison, donc l'idée générale, l'idée globale, c'est de dire, on va gagner un peu de temps, on va mettre à jour. Et pourquoi gagner un peu de temps? En gagnant un peu de temps, on essaiera pas d'être plus précis, pas forcément que ça va être plus précis, mais on va arriver plus rapidement au minimum local. Pourquoi? Parce qu'on est à chaque fois en train de mettre à jour nos paramètres. Donc, il est possible qu'on arrive au minimum local avant d'arriver à l'ensemble des époques. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre à jour nos paramètres plus rapidement. Donc, d'une part, on est en train de gagner en vitesse et d'autre part, on est susceptible d'arriver au minimum local en utilisant moins de données et c'est plus intéressant aussi en termes de généralisation. Donc, lorsque je vois seulement une partie des exemples et que je mette à jour, il est possible donc que j'ai déjà de l'information à partir des exemples précédents et donc je vais un petit peu ne pas vraiment me fixer sur tout l'ensemble d'apprentissage pour mettre à jour mes données. Donc, mon modèle doit répondre à tous mes exemples en même temps, mais il doit un petit peu s'adapter sur un ensemble de données, pas toutes les données en même temps, donc un petit peu d'une certaine manière d'éviter un surapprentissage. Alors, ça permet de noyer les erreurs potentielles quant à la vitesse. Si on a un dataset de 10 avec 2 batchs, sur 5 hypothèses, on met un jour 25 fois, alors que 100 batchs, on va faire 50 fois. 100 batchs, on va faire une fois. Effectivement, 100 batchs, on va faire une seule fois. Et on voit, oui, ça prend du temps. On est en train de parcourir toute la base de données avant de mettre à jour nos paramètres. Donc, on est en train de perdre beaucoup de temps avant de commencer à travailler. C'est comme si vous allez me dire, je ne vais pas commencer à faire des exercices jusqu'à ce que je termine de lire toutes mes leçons. Alors qu'il y a des exercices pour la leçon 1, des exercices pour la leçon 2, des exercices pour la leçon 3. Donc, il se pourrait que vous soyez plus efficace lorsque vous faites que de la théorie. Ensuite, après avoir terminé toute votre théorie, d'aller passer vers la pratique. Mais parfois, il est plus intéressant à partir du moment où vous avez maîtrisé les concepts, vous commencez à pratiquer. Donc, c'est un peu ce que fait le réseau de neurones. Il commence à voir quelques exemples et il commence à mettre à jour ses paramètres. Donc, ça d'une part. Et d'autre part, c'est le fait qu'il ne voit pas tout l'ensemble de données. Donc, il n'est pas en train de trouver une fonction, hypothèse, qui soit adaptée à toutes les données en même temps. Donc, éviter un petit peu un surapprentissage. Une fonction qui doit forcément s'adapter à toutes les données en même temps. Donc, on est en train de trouver des fonctions qui s'adaptent à des batchs, ensuite à d'autres batchs, et qui essaient de s'améliorer à chaque fois qu'elles voient un nouveau batch. Donc, bien sûr, le fait d'utiliser des batchs et des époques, ça a du bon et ça a du mauvais. Mais bien sûr, c'est la pratique qui est utilisée en ce moment. Alors, je reviens sur votre question, Samy. On a plusieurs exemples, donc ça permet de noyer les erreurs quant à la vitesse. Si on a un dataset de 10 images avec 2 batchs, sur 5 époques, on met à jour 25 fois, alors que 100 batchs, on va faire 50 fois. Non, on ne va pas faire 50 fois, on va faire 5 fois. Parce que époque, c'est finalement le nombre d'itérations. Donc, combien de fois on a fait un parcours sur toute l'ensemble de données. Donc, finalement, si je n'utilise pas de batch et j'utilise seulement des époques, donc je vais dire que mon batch contient
10 images. Donc, 10, c'est le nombre d'exemples et le batch contient 10. OK, très bien. OK, donc finalement, on met à jour plus de fois lorsqu'on utilise un batch. Mais on va essayer d'un petit peu d'éviter un surapprentissage où on a une fonction qui s'adapte exactement à nos données. D'une autre part, on sait que, enfin ça c'est quelque chose, je ne sais pas si on parle de ça, mais lorsqu'on utilise un batch, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de parcourir notre ensemble de données et de mettre à jour notre modèle précocement. C'est-à-dire avant de terminer de parcourir tout notre ensemble de données. Et ça, c'est intéressant lorsqu'on a beaucoup trop de données et on a des ressources matérielles limitées. Donc, au lieu d'attendre jusqu'au parcours de tout notre ensemble de données qui va consommer beaucoup, et on a vu donc que l'algorithme que ce soit la descente du gradient ou un autre algorithme, donc c'est coûteux. Donc, je fais ça sur tout l'ensemble de données et après avoir parcouru tout l'ensemble de données que je mets à jour mon modèle, donc je suis en train de perdre, pas de perdre, mais plutôt de trop attendre avant de commencer à apprendre. Et si j'ai des ressources matérielles qui sont limitées, donc le temps que je fasse le parcours de tout mon ensemble de données, il est possible que ma machine plante, que je n'ai plus de temps sur les serveurs distants et ainsi de suite. Donc ça reste donc une option potentielle pour mettre à jour petit à petit les paramètres au lieu d'attendre longtemps avant de mettre à jour nos paramètres. Ça va, pas de questions jusqu'ici? Pas de questions, pas de remarques? Très bien. Parfait, donc on avance. Et là, donc, modèle fit, ça on a vu. Donc fit, c'est toujours pour mettre à jour notre modèle. Et c'est ce fit, ce fameux fit qu'on a passé plusieurs TP à implémenter. Donc ce fit qui est donc la propagation en avant, la propagation en arrière, la récupération de la dérivée du coût par rapport à chaque paramètre et la mise à jour des paramètres selon le batch, les époques, l'ensemble de traitements et le modèle qu'on a. Donc le modèle.fit, donc on récupérera tout notre modèle. Enfin, on passe à la visualisation et la prédiction de nos données, donc de nos images. Donc, on va, we'll pick a random example from the validation set and then choose the first 10 frames from them. Donc, de l'ensemble de validation, on va choisir 10 frames et on va afficher on va prédire les 10 trames à partir de ces 10 trames. Donc, j'ai 10 trames et je vais prédire quelles sont les 10 trames prochaines qui vont suivre ces 10 trames. Et on va bien sûr comparer avec la vérité terrain. Fonction du dataset ou bien c'est un peu au feeling et par essai. Samy, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner d'idée. Je suis sûre qu'il existe. Je suis sûre qu'il y a des règles pour définir le batch size, mais je n'ai pas l'information actuellement. Je ne sais pas si vous pouvez trouver. Je pense que vous pouvez trouver dans des discussions. Je n'ai pas les sites en tête. Mais je pense que vous pouvez trouver ça. Parfois, il y a des articles qui parlent de ça, mais là, je n'ai pas de fonction en tête.
Et je suis sûre que vous pouvez trouver. Je suis sûre que ça existe. Voilà, Stack Overflow ou bien les sites dédiés au data science. Je pense qu'il y a un article qui parle de tous les hyperparamètres et des choix, mais je ne l'ai pas en tête en ce moment. Bon, on continue. Val Dataset. Donc, on va prendre 10 images et on va essayer de prédire ce qui vient après. Et ce qui vient après, c'est à partir de cette 10e image. Donc, je m'arrête. Les trames que je vais avoir, c'est les trames de 0 jusqu'à 10. Et les trames que je veux prédire, c'est les images qui vont venir après, que je vais appeler predicted frames, et je vais les comparer avec original frames. Donc, original frames, c'est ce qui vient après ces 10 trames. Et ces 10 trames, c'est des trames qui nous viennent de l'ensemble d'apprentissage, donc la validation, ensemble de validation. Alors, new prediction, on va prédire, on donne, et là, attention, et là, c'est ce qui est très intéressant à voir dans les LSTM. Regardez bien ce qu'on est en train de faire. Je suis dans une boucle et je veux chercher 10 images. Donc, pour un compteur qui va jusqu'à 10. Donc, pour les 10 trames que je veux prédire. D'abord, je vais prédire la trame suivante. Donc, new prediction, ça c'est une frame. Je lui donne en entrée les nombres de trames et elle va me prédire une seule trame. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter cette trame à l'ensemble de predicted frames. Et ce que je vais faire par la suite, je vais prendre cette trame qui a été prédite, donc predicted frame, et je vais la rajouter à l'ensemble des trames existantes. Donc, l'ensemble des trames existantes, c'était 10 trames. Ce que je vais faire, je vais prédire cette trame. Ensuite, je vais la rajouter à cette trame pour la donner à mon modèle de prédiction. Donc, en fait, finalement, mon modèle de prédiction va prendre les trames que je lui ai données, les X, il va faire une première prédiction, ensuite il va rajouter cette prédiction à l'ensemble de trames originales. Il va faire une nouvelle prédiction. Donc, imaginez que je prends mes 10 trames à la première itération. Donc, première itération, frame est égal à 10 trames. Je vais faire une prédiction et ma new prediction, c'est une trame. Une trame qui est une image. Et frame, c'est plusieurs images. Donc, à cette instruction, je vais concaténer, je vais prendre mes trames qui étaient 10 et je vais leur rajouter la predicted. Donc, j'aurai 11 trames. Et je continue ma boucle. Maintenant, je vais prendre ces 11 trames, je vais donner un modèle comme predict. Il va me prédire une trame. Cette trame qu'il a prédit, je vais la rajouter à frames. Donc, j'aurai 12 frames. Ces 12 frames, je vais les donner à mon modèle qui va prédire. Et c'est là toute la force des réseaux de neurones récurrents, des réseaux de neurones à courte et longue mémoire. Donc, long short term memory. C'est de prendre un output et cet output, je vais le donner en input. Et c'est pour ça qu'on appelle ça récurrent. Donc, on est en train de boucler sur l'entrée et la sortie. La sortie va être utilisée comme entrée pour prédire la sortie qui va encore être utilisée comme entrée, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici dans une boucle. Donc, à chaque fois, j'utilise la prédiction pour faire une nouvelle prédiction, et ainsi de suite. Donc, j'utilise l'information qui a déjà été apprise. Et enfin, donc, on affiche le résultat qu'on a. Donc, les images prédites, les images originales, pardon. Donc, première ligne, c'est ground truth, et deuxième ligne, c'est prediction. Donc, les images prédites. OK. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Parce que ça, c'est la partie la plus intéressante des LSTM. C'est lorsqu'on va prédire, et quand on prédit, la sortie, c'est l'entrée. On utilise la sortie comme entrée. Donc, si vous vous rappelez la séance passée, on avait parlé des réseaux de neurones convolutifs. Ça, c'est les réseaux de neurones les plus simples. J'utilise seulement une convolution.
et je vais faire des convolutions et des max pooling ou bien des average pooling, whatever pooling. Donc, je réduis la taille et je continue jusqu'à terminer avec un fully connected où je vais détecter la classe de mon objet. Donc, fully connected qui est exactement le réseau de neurones multiperceptron qu'on avait vu durant notre TP. Deuxième réflexion, c'est de voir un réseau de neurones convolutif, mais en plus résiduel. Résiduel, c'est qu'il récupère le output après convolution qui va additionner avec un autre output de la convolution suivante, et ainsi de suite. Donc, le résidu va être à chaque fois additionné. Donc, on a vu un deuxième type de réseau de neurones. Troisième type de réseau de neurones profonds, c'est les LSTM, où on prend en entrée une séquence de données. Là, on a pris l'exemple d'une vidéo, mais ça peut être du texte, ça peut être n'importe quelle valeur, n'importe quel type d'entrée. Mais le plus important, c'est que ça soit une séquence. Donc, je prends une séquence, je la donne à mon prédicteur, à mon classifieur. Le classifieur va prédire quelque chose, et cette prédiction, je vais encore l'utiliser pour faire une autre prédiction, et ainsi de suite. Donc, je fais une boucle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Normalement, c'est tout. C'est tout ce qui était intéressant pour les LSTM. Et là, donc, là, on avait fait seulement pour 10 trames en entrée et 10 trames en sortie. Et là, on va utiliser ça sur tout notre ensemble d'apprentissage et notre ensemble de tests pour avoir des vidéos, carrément des vidéos. Donc, au lieu d'utiliser seulement des images, on va utiliser carrément des vidéos pour l'affichage. Et là, donc, on n'a même pas besoin de passer par OpenCV. Donc, Keras, à lui seul, a tout ce qui est nécessaire pour faire des affichages, pour lire les images, pour afficher des images, etc. Afficher des vidéos, ainsi de suite. Pas de questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va, c'est clair? Très bien. Très bien. Donc ici, current frame, ça c'est juste pour faire des prédictions sur des vidéos avec des fonctions prédéfinies. Bon, je pense que ce n'est pas très compliqué à voir. Donc, exemple in examples. Examples, c'est donc val dataset. Val dataset, vous vous rappelez. Donc, on avait 100, donc 100 exemples à 64 x 64, un canal et 19 trames. Donc, chaque vidéo contenait 19 trames. Donc, on va prendre les trames. C'est-à-dire use case. Use case. Donc, c'est de donner à notre algorithme un ensemble de trames en entrée et notre algorithme va prédire les trames qui viennent après. Use case. Vous voulez dire des exemples, Samy? Ou la use case UML? OK, bien, très bonne question. Les use cases. RNC, alors une seconde, je vais prendre un petit peu d'eau et je réponds à votre question. Générer des images d'un auteur décédé. Bien, bonne idée. OK, j'y ai pas pensé. Alors, quand est-ce qu'on utilise les réseaux de neurones récurrents? D'accord. OK. Bon, je ne savais pas. Donc, les réseaux de neurones récurrents, c'est pour la prédiction de quelque chose qui vient après. À la base, ça nous vient des NLP, Natural Language Processing. Les LSTM, on n'est pas connu pour les LSTM, nous les spécialistes en vision. Oh, OK. Intéressant, très intéressant. Est-ce qu'on va prédire avec un RNN ou un LSTM? Oui, j'imagine que oui. Si on a assez d'apprentissage, j'imagine que c'est possible de faire ça.
mais j'ai pas bien l'image en tête. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme apprentissage? Qu'est-ce qu'on va prendre euh, comme validation? Mais je pense que oui, je pense que c'est possible de faire ça avec un RNN ou, ou une LSTM. Donc, encore une fois, d'où nous viennent les LSTM? Les LSTM nous viennent du texte. Et ça a été utilisé beaucoup avant nous, c'est-à-dire avant les personnes qui utilisent le deep learning pour la vision par ordinateur. Donc, la vision par ordinateur, c'est beaucoup plus connu pour les convenets. Par contre, tout ce qui est LSTM, RNN, chaîne de Markov, tout ce qui est prédiction, ça a déjà été utilisé pour le texte. Pourquoi? Pour, par exemple, lorsque vous écrivez sur votre téléphone et vous dites, je ne sais pas, lorsque vous trompez sur un mot, donc prédire, par exemple, vous allez écrire prédire des valeurs. Prédire des valeurs. Alors, votre LSTM a déjà appris qu'après prédire, il y aura probablement soit valeur, soit classe, soit autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui a été fait avant. Et donc, votre correcteur peut bien prédire ce que vous allez dire. Donc, vous écrivez V, il va vous proposer valeur directement. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça grâce à une LSTM ou grâce à quelque chose où il y a de la récurrence, où il y a un input, un output, et ce output va nous permettre de savoir ce qui viendra après. Donc ça, c'est parmi les applications des LSTM et qui a été très utilisé. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre de ce qui se passe dans la littérature ou dans l'industrie surtout, mais j'imagine qu'aujourd'hui, même les correcteurs. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai perdu. Je pense que j'ai perdu. Très bien, ok. Donc voilà, parmi les exemples. Parmi aussi les exemples, pendant très longtemps, on a utilisé les RNN, les réseaux de neurones récurrents, pour la classification de gestes. Par exemple, le langage des signes, pour savoir ce que la personne est en train de dire avec le langage des signes à partir d'une vidéo. Par exemple, Action Recognition. Action Recognition, il y a pas mal d'ensembles de données qui proposent de faire de la reconnaissance d'action. Par exemple, une personne qui tombe, ou une personne qui frappe une autre personne, ou une personne qui saute, etc. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'utiliser une séquence d'images. Et là où on a une séquence, on va toujours aller plus vers un RNN qu'un CNN. Un RNN à la LSTM. LSTM, c'est juste un cas particulier d'un RNN, réseau de neurones récurrent. Donc pourquoi? Parce qu'on a l'aspect temporel. On a une continuité et là où on a une continuité, là où on a un séquencement, on va utiliser ce genre de modèle au lieu d'utiliser un modèle CNN simple qui ne prend pas en considération l'aspect temporel ou l'aspect spatio-temporel. Donc temporel pour le temps, spatio-espace pour les 2D. Donc notre image qui est en 2 dimensions. Donc spatio-temporel, c'est pour la 2D plus le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Samy. Très bien. Pour les tumeurs, dans le domaine médical, je n'ai pas vu beaucoup de RNN, euh,
Non, j'ai vu des slams, mais pas encore de RNN. Même pour les polypes, le dernier travail que j'ai vu, ce n'était pas une LSTM ni un RNN, mais c'était plutôt optical flow, flux optique qu'on avait vu durant le S1. Autre question? Pas d'autres questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut aller rapidement sur... Alors là, c'est un autre exemple, video classification. Et là, c'est carrément la classification vidéo. Ce n'est pas la prédiction de trame, mais c'est plutôt la classification. Et c'est ça dont j'étais en train de parler. Pendant très longtemps, les RNN étaient utilisés pour la classification et la reconnaissance, par exemple, reconnaissance de gestes, gesture recognition, ou bien action recognition surtout. Alors ici, il y a utilisation de UCF 101 dataset. La dataset est constituée de vidéos caractérisées en action, like cricket shot, punch-in, bike-in, etc. Donc avant, je pense que la base de données que j'avais plus utilisée dans le passé, c'était la base Mojave. Mojave, c'est pareil que UCF, sauf qu'elle contenait seulement des masques. Non, je pense qu'elle contenait aussi des RVB. Et pareil, donc la classification qu'il y avait dans Mojave, c'était donc est-ce qu'une personne est en train de sauter, est-ce qu'une personne est en train de shoot, est-ce qu'elle est en train de frapper une autre personne, etc. Donc première chose, c'est pour ça c'est pour l'installation. Là, il y aura utilisation de TensorFlow. Les hyperparamètres, donc la taille du batch, la taille de l'image, le nombre d'époques, la préparation de données. Donc ça, c'est contenu lorsque vous allez télécharger, donc en utilisant wget. Donc on va avoir donc l'ensemble de données qui est dans un fichier zip qu'on va décompresser, bien sûr. Alors ici, il y a l'utilisation de Panda. Donc normalement, il y avait, voilà, importer Panda as PD. Et Panda, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent. Ça va juste être utile pour tout ce qui est ensemble de données, je dirais, donc matrice, mais avec du texte, donc du contenu. Tout ce qui est contenu, c'est plus vaste que array, que NumPy. NumPy array, tout ce qui est array avec NumPy. Voilà, donc le nom de la vidéo et le tag. Le tag, c'est justement la classe. Punch, c'est lorsqu'une personne est en train de taper, de frapper une autre personne. Tennis swing, shaven beard, etc. Figuring out to feed videos to a network. 5 methods. Capture the video frames, extract frames. Donc tout ça, vous connaissez déjà. Avoir donc capture video frames, on sait comment on peut capturer une video frames. Donc ça, c'est possible de le faire avec OpenCV, on a déjà vu ça. Là, on va juste utiliser une autre librairie pour faire les mêmes choses. Ah non, je pense we will be using OpenCV. Donc pareil, donc il y a utilisation de OpenCV pareil. Donc voici nos vidéos. Et là, on va essayer d'aller rapidement sur l'extracteur de caractéristiques. En plus, donc on extrait les caractéristiques, puis on va construire notre modèle. Donc, Inception version 3, Inception, un autre modèle convolutif, et donc qui va être utilisé seulement comme extracteur de caractéristiques. Et si on fait un petit peu le contraste avec ce qu'on avait discuté durant le TP, durant le projet, donc Feature Extractor, donc ce qui a été fait dans l'article qu'on a vu, c'est la partie Feature Extractor. Donc, utiliser un réseau de neurones profond pour extraire seulement les caractéristiques et non pas pour aller jusqu'à l'étape de classification. Donc, faire un forward pass juste pour avoir les caractéristiques. Et on va donc retourner les caractéristiques dans notre modèle, Feature Extractor.
Donc, le modèle va seulement retourner les caractéristiques au lieu de faire toute la classification. Donc, ça, c'est pour les installations et pour l'étape d'extraction. Maintenant, comment traiter les étiquettes? Donc, on peut traiter les étiquettes avec finalement, NumPy, pas Panda. Ici. Bon, ici, c'est juste la transformation des caractères, des classes en des entiers. Ça, c'est pareil. Donc, toutes ces étapes, on les a fait d'une manière différente. Ici, ils sont en train d'être faits avec d'autres fonctions des librairies, donc get vocabulary, etc. Donc, pour avoir les classes de nos vidéos. Donc, chaque vidéo aura sa propre classe. Et là, donc, la préparation de toutes les vidéos, donc extraction des caractéristiques, donc load vidéo. Ensuite, extraction des caractéristiques. Feature extracted predict. Ensuite, la prédiction. Donc, ça, c'est juste pour l'extraction de caractéristiques normalement. Et une fois qu'on aura donc préparé toutes nos vidéos, préparé leurs étiquettes, on va donc passer à l'étape d'entraînement de notre modèle, division de l'ensemble d'entraînement et division et de l'ensemble de tests. Et là, on passe au modèle récurrent. Qui est un modèle d'apprentissage profond avec des couches récurrentes. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, GRU, c'est juste pour définir le modèle récurrent. Voilà, tout ce qui est GRU, là, c'est les couches récurrentes. Donc, ça, on peut voir ici. Voilà, donc l'architecture d'un réseau de neurones récurrents. Donc, comment donc, on va définir la récurrence dans le réseau de neurones récurrents. Voilà, donc ça, c'est les paramètres. Et je pense que pour ça, donc, on va essayer juste d'avoir une idée générale. Parce que pour les réseaux de neurones récurrents, il y a aussi une théorie qui n'est pas très compliquée, mais qui prend quand même du temps parce qu'il y a pas mal de concepts dans les réseaux de neurones récurrents. Mais l'idée générale, c'est juste que quand on a une sortie, cette sortie va revenir vers l'entrée. Pourquoi? Parce que c'est une séquence et qui va être utilisée pour la prédiction. Donc, GRU, c'est juste pour dire qu'on a des couches récurrentes. Dropout, donc c'est pareil dont on avait déjà parlé. Donc, dropout, c'est juste pour dire que je vais mettre à jour seulement 40% d'une façon stochastique, donc seulement 40% de nos paramètres. L'activation de type ReLU, et donc la dernière couche, c'est une couche dense. Pourquoi? Parce qu'on a justement une classification. L'activation, une softmax. Une softmax, on va toujours utiliser une softmax lorsqu'on a un nombre de classes qui est supérieur à 2. Parce que lorsqu'on a une classification qui est égale à 2, là, on peut facilement utiliser une sigmoïde. Donc, toujours, cross-entropy pour notre erreur, le type d'optimisateur et la métrique. Et là, on peut rajouter les métriques, toutes les métriques qu'on veut. Donc, pour la compilation, donc tout ça, c'est pour la définition du réseau de neurones. Réseau de neurones profond convolutif et récurrent. Et ici, donc, c'est pour l'entraînement. Donc, on va aller directement définir les paramètres et appeler la fonction d'entraînement. Où est l'entraînement? File path accuracy, evaluate donc avant.
Modèle checkpoint, donc ça, on avait dit que c'était toujours intéressant pour sauvegarder nos paramètres au moment de l'entraînement. Voilà, donc voici le fit. Donc c'est toujours la même histoire avec compile.fit.compile et .predict pour tous les réseaux. Donc .fit, la taille de l'ensemble de données, donc de l'entraînement, les étiquettes, validation split, donc on est en train d'utiliser une validation croisée avec trois plis, 3. Et donc, bien sûr, le modèle et le callback avec les checkpoints. Donc, si jamais on a déjà entraîné, donc on ramène le checkpoint, le modèle qui a déjà été entraîné, on entraîne dessus. Sinon, on sauvegarde et on continue à mettre à jour les paramètres. Voilà, ensuite, donc, l'affichage des résultats selon le temps d'exécution. Et là, à chaque fois, donc, on a un entraînement et le réseau va atteindre finalement une précision qui est assez forte pour l'ensemble d'apprentissage, mais assez faible pour l'ensemble de validation. Donc, on va arriver finalement à une validation de 68,75%. Ça, c'est pour l'exemple. Donc, cette partie qui reste, ça, c'est juste pour tester le code sur une vidéo particulière. Donc, tout ça, c'est au moment de la validation, avec une validation croisée, donc le moment de l'entraînement. Et l'inférence, donc finalement, c'est la prédiction en utilisant une vidéo particulière. Voilà, donc test vidéo. Et là, on va appeler sequence prediction qui a déjà été définie ici, donc sequence prediction. Donc, on ramène notre vidéo et on va appeler la fonction de prédiction pour afficher le résultat. Donc, notre vidéo qui est celle-ci et on a le plus grand pourcentage qui est play in cello. Donc, la vidéo concerne l'action de jouer du cello avec une probabilité de 25,61%. Voilà, donc bon, je voulais qu'on fasse un tour rapide sur les GAN. Mais bon, donc vous pouvez voir ça vous-même. Je préfère que la semaine prochaine soit consacrée spécialement aux révisions. Mais si vous avez besoin de voir quoi que ce soit en deep learning ou qu'on revoie quoi que ce soit dans les GAN, soit dans les RNN, soit dans tout autre algorithme, donc n'hésitez pas à proposer ça et on essaiera de voir ensemble le temps qu'on pourra. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions? Très bien. Très bien. Très bien. Excellent. Donc voilà, j'espère que donc on arrête tout ce qui est nouvelle information. La semaine prochaine, on va juste recreuser ce qu'on a déjà fait. J'espère que ce semestre vous a été bénéfique. Mon souhait, c'est que vous soyez compétents dans l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, parce que je ne dirais pas que c'est l'avenir, mais je dirais que c'est au moins le présent. Donc, au moins que vous soyez compétent dans ce qui est le plus à la mode aujourd'hui, l'apprentissage profond. Et bien sûr, donc, que vous soyez surtout à l'aise mathématiquement et dans les fondements. Donc, lorsque vous voyez quelque chose, vous savez d'où ça vient et vous avez implémenté pas mal de choses pour bien maîtriser les bases sur lesquelles ont été construits tous les algorithmes qui sont aujourd'hui là. Donc, les CNN, les RNN, les LSTM, les GAN, etc., etc. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, Mohamed n'est plus là. C'est confirmé, on n'aura pas de projet, n'est-ce pas? On aura une interrogation. Vous avez voté pour l'interrogation, pas pour le projet?
Inch'Allah. OK, très bien. Très bien, Inch'Allah. OK. Merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah.